ce que nous appelons des grands plateaux, c'est-à-dire des tables rondes avec plusieurs intervenants qui vont croiser leurs regards et leurs expériences, des plénières où là on aura l'occasion et le privilège d'écouter et de dialoguer avec un responsable ou une responsable d'entreprise qui partagera avec nous son regard, sa vision et ses attentes de l'économie en Bretagne. Il y aura également, et là les participations de chacun d'entre vous seront très attendues, des labs, des formats participatifs pour explorer de manière très concrète avec le soutien de l'outil Klaxoon, des thématiques qui sont au cœur de notre proposition durant ces 2 jours. Et puis bien entendu, tout au long des 2 journées, la FEP TV permettra d'enregistrer des témoignages, des plateaux et de contribuer à diffuser très largement toute l'intégralité des propos et des réflexions et des initiatives qui ne manqueront pas d'être prises durant ces 2 jours. Voilà pour le programme. Je vous invite maintenant à accueillir Brice Rocher, PDG du groupe Rocher, qui va venir à mes côtés pour dialoguer justement sur sa vision de l'entreprise et de l'entreprise à mission. Alors, Brice Rocher, d'abord, merci beaucoup de nous accorder cet échange et ce moment. Je sais que votre parole est plutôt rare et vous avez eu envie, lorsqu'on en a échangé ensemble sur la thématique de cette plénière, de nous parler d'une initiative que votre groupe a conduit au cours des derniers mois et qui s'est traduite fin de l'année dernière, fin 2019, par l'obtention du statut de l'entreprise à mission, hein, comme le permet aujourd'hui la loi Pacte. On va revenir là-dessus parce que ce n'est pas simplement une distinction. Il y a derrière cette démarche toute une organisation et une volonté de la part du groupe Rocher. Vous êtes, je vous présente en quelques instants, je ne sais pas s'il est nécessaire de le faire dans cette enceinte, mais tout de même, ce groupe, il a 60 ans, il a été fondé par votre grand-père, Yves Alagassi, vous l'avez rappelé, les racines familiales importantes de cette entreprise qui aujourd'hui compte une dizaine, 10 marques différentes. Yves Rocher, bien sûr, Petit Bateau, Daniel Jouvence, Stanom, Dr Pierre Ricot, je ne vais pas toutes les citer, on les connaît. 2,5 milliards de chiffre d'affaires, plus de 18 000 salariés dans le monde, une croissance internationale effectivement forte au cours des dernières années à laquelle vous avez très largement contribué. Et tout de même, avec cette dimension d'entreprise, cet attachement, vous l'avez dit d'ailleurs en quelques mots dans votre intervention juste à l'instant, votre attachement à vos racines, à votre histoire. Et lorsque vous avez partagé l'obtention de cette dimension d'entreprise à mission à la fin de l'année dernière, c'était évidemment à la GACI que ça s'est passé, en petit comité plutôt. Et on sentait à la fois l'émotion qui était la vôtre d'inscrire cette étape dans une histoire et aussi de rappeler pourquoi, à quel point c'était important. Alors j'ai envie de commencer par là, peut-être que vous nous donniez votre définition de l'entreprise à mission et de rappeler ce qu'elle recouvre au sein du groupe Rocher. Oui, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on est devenu une entreprise à mission? Je crois que c'est Loïc qui le disait à l'époque. On n'a fait que régulariser notre situation en quelque sorte. Parce que fondamentalement, en plus, c'est ce que je pense, tout entrepreneur, quand il crée une entreprise, à la base, à l'origine même de l'entreprise, c'est une entreprise à mission. Parce qu'il y a une forme de volonté d'être utile aux yeux du public, de répondre à un besoin qui n'est pas adressé. Ce qui était le cas pour mon grand-père en 1959, quand il a créé la marque Yves Rocher. Il a voulu à la fois offrir une beauté naturelle à base de plantes. On se remet dans le contexte, hein, fin des années 50, le tout chimique, c'était plutôt la voie à suivre. Et puis, il voulait aussi rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes, puisqu'elle n'était réservée qu'à une élite. Donc, à l'origine même de tout projet entrepreneurial, il y a cette volonté d'être utile au bien commun. Et donc de prendre part à un combat. Peut-être qu'au fil de l'eau d'une entreprise, ça se perd, mais il y a cette volonté-là. Alors pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'une entreprise à mission? Pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Donc oui, il est fondamental de répondre à cet enjeu de qu'est-ce qui rend l'entreprise utile aux yeux du public, puisque c'est ce que le consommateur demande, mais il est tout aussi important de bien valider son modèle d'affaires,
sa rentabilité, la maîtrise de ses coûts, etc. Parce que c'est ça qui va assurer la pérennité de l'entreprise à l'instant T. Et donc, pour moi, c'est essentiel de bien jouer sur les deux tableaux, performance économique et prise en compte du bien commun. Donc voilà, c'est déjà un premier message en soi. Et en fait, pour tout vous dire, quand le gouvernement Macron a initié la loi Pacte avec cette dimension de statut d'entreprise à mission, ma première réaction a été de me dire, tiens, à nouveau, le gouvernement est en train de se décharger sur les entreprises, ou de décharger sa responsabilité sur les entreprises. Ça a été ma première réaction. Plutôt négatif au départ, plutôt sceptique. Plutôt négatif, oui, plutôt négatif, en me disant, bon, ben voilà, c'est à nouveau... Parce que le statut d'entreprise à mission, il est opposable juridiquement. On va y venir. Hein. Il y a effectivement un engagement fort de votre part. Il y a un comité juste de surveillance. Marketing, quoi. Donc, très important de le rappeler. Mais ça a été ma première réaction. Elle a été plutôt négative. J'ai pris un peu de recul, peu de temps après, probablement dans la même journée. Et finalement, je me suis dit, mais à la fin, une entreprise, elle est là pour répondre aux clientes ou aux clients. Et qu'est-ce que veut le consommateur ? Il veut de l'authenticité, il veut de la transparence, il veut que les entreprises s'engagent. Donc, ne pas le faire, ça paraît peut-être plus confortable, on va dire, dans un premier temps, mais de mon point de vue, c'est s'exposer davantage. Ne pas le faire revient à ne pas répondre aux attentes du consommateur. Et une entreprise ne vole que si elle a des clients. Vous le sentiez, ça déjà ? Est-ce qu'il y avait une expression, alors en France et sur les autres marchés dans lesquels vous êtes présent, une attente de vos consommateurs et de vos consommatrices à l'égard d'un engagement sociétal plus important ? Ah oui, oui, très nettement. À peu près partout dans le monde et depuis quelques temps maintenant. Ce n'est pas une attente qui a émergé ces 2 dernières années. Non, il y a une pression croissante de la part du consommateur et c'est une bonne chose. Hein, qui se traduit de quelle manière ? Qui se traduit par... Il faut reconnaître les choses. Le monde de l'entreprise, ces dernières années, a fait preuve d'une belle opacité. Et ce n'est pas la meilleure manière de rassurer le client. Donc, finalement, c'est inscrit une forme de défiance vis-à-vis du monde de l'entreprise, alimentée par un univers de fake news aussi, hein, il faut le reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, cet état de fait est présent, il est là. Donc, le meilleur moyen d'y répondre, c'est probablement à travers l'entreprise à mission. Davantage de transparence, on explique ce que l'on fait, on affiche des objectifs et on rend des comptes. Vous l'avez rappelé, il y a cette nécessité de faire régulièrement des audits et des états des lieux. Alors, quand on parle d'entreprise à mission, il y a aussi une expression que vous connaissez bien et qui revient quasiment dans la même phrase, c'est la fameuse raison d'être, hein, qui est souvent préexistante au statut, mais qui est indissociable de la démarche. La raison d'être que vous avez choisie pour le groupe Rocher, arrêtons-nous quelques instants sur son intitulé. Évidemment, chaque mot compte. Oui, alors, juste un petit préambule avant d'aborder ce sujet-là. Il y a 2 dimensions dans la loi Pacte sur le statut d'entreprise à mission. Il y a la raison d'être et puis il y a le statut d'entreprise à mission. Et il faut faire très attention à ça parce que, pour moi, c'est probablement un des piliers de la loi. Je comprends bien pourquoi ils ont géré cette loi sous la forme de 2 dimensions. La raison d'être, elle est là pour appâter le plus grand nombre d'entreprises à aller vers le statut d'entreprise à mission. Premier niveau. Mais elle n'engage à rien. C'est-à-dire que si vous déterminez votre raison d'être, mais que vous n'allez pas jusqu'au statut d'entreprise à mission, c'est à nouveau des mots placardés sur un mur ou sur votre site internet. Et pour moi, il est fondamental de donner des preuves à la raison d'être. Finalement, la raison d'être n'est rien sans preuve de la raison d'être. Donc ça veut dire que, et c'est ce que permet le statut d'entreprise à mission. Donc pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. On ne peut pas s'arrêter à la raison d'être. Il faut aller jusqu'au statut de l'entreprise à mission pour s'engager. Parce que qu'est-ce que c'est que ce statut d'entreprise à mission ? C'est bien évidemment déterminer la raison d'être de l'entreprise. C'est décliner les objectifs qui vont être directement cascadés de cette raison d'être. C'est créer un comité de mission sous l'égide du conseil d'administration qui est là pour produire un rapport au regard de l'état d'avancement de la société par rapport à ce qu'elle s'est fixé comme objectif, et tout ça doit être certifié par un organisme tiers indépendant. Et ils ont un certain pouvoir, ce comité de mission et cet organisme tiers indépendant. S'ils estiment que la société se met en contravention de ses statuts, de ce qu'elle a écrit
à travers sa raison d'être, des objectifs qu'elle s'est fixés, ils ont le pouvoir de faire changer les statuts de la société. Donc comme je le disais, c'est opposable juridiquement. Mais c'est ce que veut le client. Donc ne pas le faire, c'est négliger le client, ce qui est encore pire de mon point de vue. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas tant le fait que ce soit opposable juridiquement qui est important. Le risque médiatique est bien plus fort. Parce que si, 3 ans après, on doit changer nos statuts parce que nous n'avons pas répondu présent à l'appel, là, le client nous le reprochera. Alors en ce qui nous concerne, pour revenir à votre question, la raison d'être du groupe Rocher, c'est quelques paragraphes. Donc je vais vous la simplifier en une phrase, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et c'est une raison d'être qu'on est allé puiser dans les racines de la société. J'évoquais les racines quand j'étais assis tout à l'heure. On est très attachés aux racines, nous, dans notre famille. Et on estime qu'une entreprise, elle doit avoir ses racines si elle veut se pérenniser dans le temps. Vous aimez planter des arbres aussi dans la famille. Et on aime planter des arbres. Et donc on est allé puiser en fait finalement dans les racines de la société et même dans l'expérience personnelle de mon grand-père. Pour déterminer sa raison d'être, je vais vous donner 4 ingrédients qui me paraissent importants à respecter. Le premier, il faut que cette raison d'être elle ait une forme d'authenticité. Donc il faut aller puiser dans les racines de la société. Donc en ce qui nous concerne, on est allé puiser dans l'expérience personnelle de mon grand-père. Mon grand-père, il a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves et très jeune, à tel point que ses parents ont été contraints de lui faire l'école à la maison. Il n'était plus en capacité d'aller à l'école. C'est instauré une proximité très forte entre lui et son père. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, tout jeune, on est en 1944, il perd son père. Drame familial. On se remet dans le contexte, on est en 1944 dans un petit village, Lagacy. Lagacy n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Peu de distraction pour un gamin de cet âge-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réfugié dans la lande bretonne pendant 2 ans. Non pas qu'il dormait en forêt, mais il passait ses journées dans les bois. Et finalement, ça lui a apporté une forme de consolation, d'apaisement, voire de protection. Et il a pris conscience très tôt que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et quand vous prenez conscience de ça, au contact de la nature, vous avez envie d'agir en faveur de la planète. Et c'est bien tout l'enjeu du groupe Rocher, c'est finalement d'agir pour respecter et préserver notre belle planète. Mais on veut le gérer à travers un mouvement qui soit positif. Donc déjà, commençons par prendre conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous allez faire un exercice très simple. Vous passez 1 semaine dans votre cave et la semaine d'après en forêt, et vous me dites là où vous avez eu le plus de bonheur ou de ressenti de bonheur déclaré, on va dire. La question elle est vite répondue. Hein. Elle est vite répondue. Parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus urbanisé, cerné par la technologie, les lumières artificielles, des écrans, etc. etc. On s'est finalement distancé de la nature, alors qu'on est nous-mêmes un produit de la nature. Donc si on se reconnecte à la nature, on va vouloir agir en faveur de la planète. Ça, c'est le premier ingrédient. Allez chercher votre raison d'être dans les racines de la société. Il y en a encore 3 autres. Hein, si Il y en a 3 autres. Le deuxième, finalement, la raison d'être de votre société, de votre entreprise, elle doit répondre à un défi futur et actuel. Elle doit être utile aux yeux du public. Bon, il est évident que, comme je viens de vous le dire, on est dans un monde de plus urbanisé, cerné par la technologie. Notre but en tant que groupe Rocher n'est pas de nous opposer à ça, mais à tout le moins de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Parce que d'abord, ça fait un bien fou, et ensuite, ça donne envie à chacun d'agir en faveur de notre belle planète, qui est, je vous le rappelle, la seule maison qu'on ait à disposition, une maison collective. Le troisième ingrédient, finalement, on est dans un monde qui change, et on le voit encore plus aujourd'hui à travers la crise sanitaire, et qui va se prolonger avec la crise économique. C'est darwinien. C'est darwinien. C'est un défi colossal qu'on a à relever collectivement. On parle, et c'est pas nouveau, on parle de transformation. Toute entreprise doit se transformer, s'adapter à l'époque que nous traversons, etc. Oui, il faut transformer nos business models, mais en même temps, le corpus de l'entreprise doit reposer sur un socle de valeurs qui ne doit pas varier dans le temps. Donc il faut déterminer les valeurs qui vont permettre à l'entreprise de se développer, de grandir, et ces valeurs ne doivent pas varier dans le temps. Il faut s'y tenir. Et enfin, dernier ingrédient qui est plutôt un exercice pour s'assurer que finalement vous avez développé une raison d'être qui
développe une forme de spécificité ou de singularité à votre entreprise, vous prenez le papier en tête de vos principaux concurrents, vous rédigez la raison d'être telle que vous l'avez formalisée. Si rien ne choque, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, vous recommencez le travail. Le deuxième, vous fusionnez avec votre principal concurrent. Ce qui, parfois, n'est pas une mauvaise chose. Dans le monde d'aujourd'hui, peut-être que la consolidation de certains secteurs, même ici en Bretagne, est une opportunité à saisir pour rendre nos business plus résilients. Sur la base de valeurs partagées. Alors on a la feuille de route, hein, l'expérience personnelle importante de l'entreprise à valoriser, répondre à un défi, le disiez-vous, retrouver les valeurs et puis se poser la question de savoir quelle est notre singularité et peut-être de trouver des alliés au bon sens du terme pour être plus forts ensemble. Concrètement, on a entendu dans vos propos l'architecture de cette démarche. Ça se traduit de quelle manière? Est-ce qu'il est possible, à ce stade, vous débutez cette aventure de l'entreprise à mission, de se fixer des objectifs, je crois que vous aimez les appeler des objectifs singuliers, qui correspondent à des actions particulières? Oui, alors c'est pas nouveau au sein du groupe Rocher. Ces objectifs singuliers, on les a déjà adressés et on va continuer à les adresser. En fait, j'aime à distinguer 2 types d'objectifs. Les objectifs conventionnels, on va dire les objectifs RSE en quelque sorte, qui sont des objectifs qui ne vont pas faire émerger l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire, pour moi, c'est des objectifs génériques qui doivent s'imposer à toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Mais par ailleurs, il faut aussi développer des objectifs singuliers qui vont donner corps à la raison d'être de l'entreprise. Donc un exemple très concret, nous, notre mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Donc un de nos objectifs singuliers, c'est de planter des arbres, vous l'avez dit. Mais on ne plante pas des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre, on le sait. Un arbre, ça stocke du carbone, ça fertilise les sols. C'est pas pour ça qu'on plante des arbres. On plante des arbres parce que quand on le fait avec nos différentes communautés. On le fait avec nos collaborateurs, avec nos partenaires franchisés ou nos consultantes indépendantes, avec nos fournisseurs, avec des ONG, des agriculteurs, etc. etc. C'est une forme d'expérience. C'est une expérience, c'est un vécu. D'abord, si vous voulez vous amuser à planter une haie bocagère, ça ne se fait pas en 5 minutes, et puis à planter et planter, donc ça prend la journée. Et quand vous faites ça, vous vous reconnectez d'abord à vous-même, vous vous reconnectez aux autres, parce que vous le faites avec une communauté, et puis vous vous reconnectez à la planète. Et ça fait un bien fou. Et derrière, ça vous donne envie d'agir pour le respect et la préservation de la planète. Est-ce que pour autant, le fait de planter des arbres, ça donne ou dédouaner, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Mais ça, c'est un objectif conventionnel qui doit être finalement adressé par l'ensemble des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Ça ne donne pas une spécificité propre à l'entreprise, c'est un must-have, c'est un enjeu qu'il faut adresser. Donc il faut bien distinguer l'objectif conventionnel, et il est très important de se fixer des objectifs conventionnels, sinon on risque d'être taxé de purpose washing, mais il faut aussi développer des objectifs singuliers pour donner corps à la raison d'être. Un autre objectif singulier, en Bretagne, tous nos sites sont des refuges biodiversité. Donc quand vous allez sur un site du groupe Rocher en Bretagne, vous vous reconnectez aussi à la nature. Par exemple, à horizon 2030, le groupe n'opère pas seulement qu'en Bretagne, c'est bien de commencer par la Bretagne, c'est les racines, mais il faut que tous nos sites dans le monde deviennent des refuges biodiversité. Ça, c'est un engagement qui est pris dans le cadre justement de la démarche que vous initiez. Il y aura comme on dit, des clauses de revoyure, des vérifications régulières de l'avancement de ce plan. Il y a un rapport chaque année qui doit être produit et qui doit être certifié. Donc la réponse est oui. Objectif singulier, vous le disiez, planter des arbres, aussi sur le plan de l'organisation industrielle, puisque vous êtes un groupe industriel, on l'a dit, avec des capacités de production importantes, et pas seulement dans la région, mais aussi une dimension logistique. On a souvent dit que c'était le nerf de la guerre et la force du groupe Rocher. Cette dimension logistique, par rapport à son empreinte écologique, vous l'avez retravaillée, vous êtes en train de tenter d'y apporter des inflexions pour intégrer un meilleur bilan carbone et une meilleure empreinte? Oui, évidemment, mais là, dans la dimension de la distribution, on est probablement plus dans le modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut bien adresser les deux. Il faut quand même avoir conscience que
c'est fondamental de devenir une entreprise à mission parce que c'est répondre aux attentes du consommateur, mais ce n'est pas ça qui va garantir la profitabilité du business model. Je vais vous donner un exemple. Uber est probablement une entreprise à mission. C'est utile, Uber, finalement. Ça offre des jobs à des quartiers dans des quartiers qui ont été totalement délaissés par la République. C'est utile aussi, finalement, aux clients, puisque tout est plus fluide pour le client. Je sais pas, rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on prenait un taxi, déjà il fallait en trouver un, et puis le service, etc. Aujourd'hui, Uber a upgradé finalement ce niveau de service, et donc, en quelque sorte, ils ont été utiles. D'autres, peut-être certains éléments à contester chez Uber, mais de ces deux points de vue, ils ont été utiles à la société. Uber n'a jamais gagné d'argent. Jamais. Même pas une année. Même pas une année. Et puis, c'est pas quelques millions d'euros qu'ils perdent, quoi. C'est juste colossal. Donc, on voit bien que... Enfin, une entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent, hein, très honnêtement. C'est juste la capacité à se refinancer en permanence qui fait qu'on est capable de tenir. Est-ce que Uber tiendra ad vitam aeternam ? Nous verrons. Ça, c'est quand même une vraie question. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment les deux. Il faut à la fois la performance économique et la prise en compte du bien commun. Et notamment ce que le groupe Rocher a fait, et c'est probablement notre chance aussi, c'est qu'on n'avait pas attendu la crise que nous traversons pour pivoter. On avait bien vu sur ces 5-10 dernières années que le retail, qui est notre premier canal de distribution, n'est pas chez nous un canal en souffrance. On réalise de la performance. Mais on a des compteurs de trafic magasin et on voit bien que le trafic il baisse, bon an, mal an, de 4 à 5% chaque année. C'est pas très bon en termes de perspective. Donc en fait, et c'est une des particularités du groupe Rocher, c'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est toujours développé avec deux jambes. On avait la vente par correspondance traditionnelle et le retail. Et force est de constater qu'avec l'émergence d'Internet, ça switch un peu. La vente par correspondance traditionnelle, elle décline. Et donc il fallait absolument qu'on s'équipe d'une nouvelle jambe. Et c'est ce qu'on a fait en développant, soit en interne ou à travers des acquisitions, un autre canal de distribution qui est le social selling. Et là, en fait, en faisant ça, on accélère la digitalisation de notre modèle d'affaires. Le social selling, qu'est-ce que c'est ? C'est de la vente directe type Tupperware, les réunions à domicile, sauf qu'au lieu de les faire à domicile, en présentiel, on les fait sur les réseaux sociaux. Donc la part du gâteau augmente, puisqu'on a la capacité de faire du business hors proximité géographique. Et puis en plus, c'est utiliser les outils des clients d'aujourd'hui. Ça marche pour toutes les 10 marques du portefeuille du groupe ou... Non, ça marche pour quelques marques du portefeuille du groupe, mais on a fait notamment une acquisition il y a 3 ans maintenant d'une entreprise américaine qui se développe sur ce canal-là. Et c'était une bonne décision puisque vous n'êtes pas sans savoir que pendant le confinement, les magasins étaient fermés. On a un peu plus de 4000 magasins dans le monde à travers le groupe Rocher. Mais les ventes ont continué grâce à cela. Mais les ventes ont continué grâce à ça, exactement. La question justement qui me brûlait les lèvres en vous écoutant, c'est comment s'est passée finalement cette période inédite et singulière de la crise et du confinement à l'échelle de votre groupe. Les magasins, vous venez de le rappeler, étaient fermés. Et puis on a noté aussi singulièrement ici en Bretagne des élans de solidarité. La transformation de certaines de vos lignes de production pour produire le fameux gel hydroalcoolique, une mobilisation de toutes vos équipes. Qu'est-ce qu'il en reste quelques semaines après cet épisode singulier? Ouais, alors là, vous enjolivez la réalité. Je crois que ma femme n'a pas beaucoup apprécié les 3 premières semaines du confinement, mais ça, c'est un autre débat. On n'avait pas de visibilité, donc il faut remettre les choses dans le contexte. C'est totalement inédit ce qu'on a vécu, c'était un véritable cataclysme. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a opté pour l'agilité. Je pense que c'est le nerf de la guerre dans la période que l'on vit. Il faut rester absolument agile. On a opté pour l'agilité et pour ce faire, on s'est focalisé sur très très peu de choses. Ça veut dire qu'on a renoncé à énormément de choses. C'est la loi de Pareto, 80-20, mais là, on s'est vraiment focalisé sur... J'ai focalisé mon attention la première semaine sur le cash, puisque comme je vous le disais, une entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent. C'est juste un problème de financement. Donc on s'est focalisé là-dessus.
La deuxième semaine sur les people, parce qu'il y avait quand même un enjeu de sécurité majeur. Et puis, comme vous l'avez dit, les sites n'ont pas fermé, que ce soit chez Petit Bateau pour fabriquer des masques ou au sein du groupe Rocher en Bretagne pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc la sécurité était un enjeu crucial. Et puis après, il fallait rebondir. Donc on s'est focalisé sur les clientes. Comment est-ce qu'on renoue avec nos clientes ? En fait, on leur parle différemment, on trouve un langage, un ton nouveau pour s'adresser à elles et à eux. Oui, je pense qu'elle a révélé quelque chose, cette crise. On est un animal social, on n'est pas fait pour être distancés les uns des autres. Et finalement, reprendre contact avec nos clientes, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, être à leur écoute, faire preuve d'attention, déjà, c'est un pas de géant en soi. Je n'ai pas envie de dire que le job est fait derrière, mais c'est un besoin. On a besoin d'être connectés les uns aux autres. On n'est pas un animal qui souhaite être distancé des uns des autres. Donc il faut vraiment se reconnecter. Le social selling tel que je l'exprimais, c'est exactement ça. C'est finalement d'abord de la connexion. C'est d'abord de la relation. Et puis après, oui, il peut y avoir du business, une transaction, mais c'est avant toute chose. C'est comme l'entreprise à mission, c'est d'abord de la performance économique et ensuite, comment je suis utile aux yeux du public. C'est pareil dans le commerce, c'est d'abord de l'attention, des relations et ensuite, oui, potentiellement une transaction. On a beaucoup parlé durant cette période de l'irruption du télétravail dans tous les compartiments du jeu économique, même dans des entreprises qui ne le pratiquaient pas beaucoup. Ça a été le cas aussi chez vous, vous l'avez déployé. Il y a moins de voyages aussi, je crois, au sein du groupe, fatalement. Mais ça a peut-être laissé des traces. Oui, alors je pense que ça c'est une caractéristique française. On ne bouge pas par temps calme, mais alors quand il y a une tempête, on a des capacités de réactivité qui sont incroyables. Ce serait bien de l'avoir aussi par temps calme, mais bon. En tout cas, force est de constater que toutes les boîtes ont mis leurs collaborateurs en télétravail en moins de 3 jours. Je me souviens encore, en début d'année dernière, des débats au sein du COMEX, qui n'ont pas abouti d'ailleurs, et qui laissaient présager finalement des discussions pendant plusieurs mois, 8-10 mois, avec des allers-retours, notamment consultation des partenaires sociaux, etc. En moins de 3 jours, toutes les boîtes en France ont mis leurs collaborateurs en télétravail. Donc ça prouve quand même qu'on a une capacité de réactivité qui est bien ancrée en nous. Ça, c'est un élément ultra positif. Alors oui, évidemment, on ne peut plus voyager, comme vous le disiez. Bon, on a appris à faire autrement. Et ça, c'est intéressant. On ne peut plus voyager, on ne pouvait plus faire du commerce de manière traditionnelle, si j'ose dire. Donc il a fallu s'adapter, faire autrement, et on a appris énormément. Sur les voyages, on a appris que finalement, on était capable de faire tourner la boîte sans voyager. Bon, l'année prochaine, imaginons que la crise sanitaire soit passée, moi j'ai déjà fixé le budget voyage, c'est la moitié du réel de l'année 2019. Les collaborateurs sont prévenus. Oui, le COMEX en tout cas est prévenu. Et du coup, c'est mieux pour la planète, c'est des économies. On va moins emmerder les gens en local aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc je pense que pour la boîte, pour la planète, pour l'ensemble des parties prenantes, c'est bénéfique. J'ai une dernière question à vous poser avant que nous concluions cet entretien. Vous avez pu constater que l'une des thématiques phares de ce Forum économique breton, c'est la question de la relocalisation, de l'industrialisation des territoires. Vous avez rappelé à juste titre la présence économique et industrielle du groupe Rocher en Bretagne. Quelle est la suite? Vous maintenez ces investissements, vous allez les développer. Quels sont vos engagements en la matière? Oui, mais je le disais, un arbre bien enraciné, c'est un arbre qui résiste mieux aux aléas du temps. Si vous ne nourrissez pas les racines, l'arbre va péricliter, quoi. Donc nous, notre intention, c'est bien évidemment de continuer notre ancrage territorial. On investit chaque année à l'Agacie. On a des enjeux forts pour la Bretagne, notamment sur des enjeux RSE. Cette année, la plateforme logistique centralisée sera bas carbone. Je ne dis pas carbone neutre parce que ça implique une forme de compensation. Et comme je le disais, on ne plante pas des arbres pour compenser, même si on plante des arbres. Mais en tout cas, la plateforme logistique centralisée du groupe Rocher sera bas carbone. En 2025, l'ensemble des sites industriels de l'Agacie seront bas carbone. Et en 2030, l'ensemble des sites bretons de l'Agacie seront bas carbone. Ce qui devrait nous aider, mais ce ne sera pas suffisant, à répondre présent à l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire on s'est aligné au scénario le plus ambitieux du GIEC de réduire nos émissions de carbone de 50% à horizon 2030.
Voilà pour des engagements ambitieux. On pourra justement, grâce à ce statut de l'entreprise à mission, suivre régulièrement au travers de tous les rapports qui seront rendus, du comité aussi de mission qui vous suit. On pourra prendre la mesure de ces avancées. Merci beaucoup, Brice Rocher, pour éclairer nos échanges et ouvrir de cette manière le Forum économique breton. Merci encore à vous. Voilà pour cette première plénière. Alors, dans cette même salle va se tenir dans une vingtaine de minutes un premier grand plateau, c'est ainsi qu'on les nomme, hein, vous savez, les tables rondes. Le grand plateau consacré à la transition énergétique et environnementale, faire de cette transition un moteur de la relance économique bretonne. Il sera animé, ce grand plateau, par ma consoeur Céline Monsalier, la directrice de la rédaction du site entreprendre.bzh. Et quant à moi, je retrouverai celles et ceux qui s'intéressent à la question tout à fait décisive, elle aussi, du maintien des centres de décision et des outils de production en Bretagne. Un grand plateau qui se tiendra au 3e étage du Palais du Grand Large, en salle Lamennais. Évidemment, profitez de ces instants en remettant vos masques pour aller à la rencontre des uns et des autres et poursuivre les échanges. Très bon Forum économique breton à tous et à tout à l'heure. Le grand plateau se tiendra à 11h précises dans cette salle et en simultané dans la salle Lamennais. Merci, à tout à l'heure.